Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation sous Processing. Et dans cette vidéo, je propose de mettre en place deux choses. Un, le décor. On va placer une image dans notre fenêtre, une image de fond, et de gérer la raquette. Dans tous vos jeux, vous aurez besoin de ressources. Des images, du son, des musiques, des polices de caractères. Processing vous propose de mettre ces ressources dans un répertoire très particulier appelé Data. Donc c'est très important. Donc votre répertoire doit s'appeler Data. De fait, on va créer un répertoire dans votre projet ici qu'on appelle Data. Et dans ce Data, donc ce répertoire Data, on va y placer toutes nos ressources dont on aura besoin dans le jeu. C'est-à-dire, dans un répertoire Fonts, on va placer toutes nos polices de caractères, donc ici en TTF. Alors si vous voulez mettre d'autres polices de caractères, allez sur Internet récupérer des polices de type TTF. Donc là, je vous en ai mis deux, brick.ttf et free.ttf. Donc ce sera les polices de caractères dont on aura besoin pour mettre du texte à l'écran. Il y aura aussi besoin d'images, donc on va les mettre dans un répertoire images. Ici, on voit toutes les images dont on aura besoin dans le jeu qu'on va réaliser. On aura besoin de musique, mais ça on verra tout à la fin de notre projet. Donc ici, je vous ai mis deux petites musiques en format MP3. Et enfin, vous aurez besoin de sons. Les sons, on va les mettre ici dans un répertoire, Sounds, et ce sont des points Wave. D'accord? Donc c'est très important. Pour gérer les ressources, et au lieu de tout mettre en paquet ici dans le répertoire classique, on va créer un répertoire. Processing reconnaîtra ce répertoire s'il s'appelle Data, c'est très important, sans S, Data, D-A-T-A. Dans ce répertoire d'état, vous allez placer par type de ressources, un répertoire particulier. Donc dans les polices de caractères fonts, dans les images, images, dans les musiques, musique avec un S, et dans les sons, sounds avec un S. Dans le répertoire images de nos ressources, vous allez trouver cette image qui s'appelle background.jpg. On va l'ouvrir pour voir de quoi on parle. Donc c'est une image de type JPEG. Ses coordonnées sont 700 pixels en largeur, 500 pixels en hauteur. Ça tombe bien, c'est les dimensions de notre fenêtre. Et alors on va regarder le titre, enfin le nom, parce qu'on en aura besoin un petit peu plus tard. Et le propos, c'est d'afficher cette image dans notre fenêtre de jeu. Voilà le propos. Donc on vient ici, et on se pose toujours la question, mais comment Processing va-t-elle gérer les images? La réponse est à partir d'un objet, tout simplement. Comment s'appelle cet objet? Cet objet s'appelle P-Image, Processing Image. Donc comme à chaque fois les amis, on va dans Tools, on ouvre la référence Tools, et on vient taper ici P-Image. Bien. Et il y a un petit exemple, je pense qu'il est assez explicite. En effet, dans un premier temps, vous devez créer un objet de type P-Image. Vous lui donnez un nom. Ici, il l'appelle photo. Les choses se passent en deux temps. Premier temps, il faut donc maintenant dire à photo qu'il est composé d'une image et donc il faut charger l'image dans photo. Et ensuite, l'afficher. D'accord? Donc pour charger l'image, il y a une méthode qui s'appelle load image. Vous lui stipulez le chemin d'accès pour avoir accès à cette image. Et puis ensuite, il faut afficher cette image par une méthode qui s'appelle image, tout simplement. Vous lui stipulez l'image et les coordonnées x et y de votre image par rapport à votre fenêtre. Donc je vous invite les amis à lire cette petite documentation aussi, elle est très simple. Il y a un flopé de méthodes qui sont ici. Voilà, et on va mettre en place cela. Bien, comme à chaque fois, on va créer une classe qui va être responsable d'afficher notre image. Donc je vous invite à faire ici, on va faire tab, new tab, on crée une classe, on l'appelle background, ouais, c'est bien ça, background. Voilà, on crée donc une classe, donc vous tapez classe, background, n'oubliez pas les curly braces, donc ouvertes et fermées. Voilà, donc on a une chose très importante qui est le constructeur, background. Alors, quand on crée une classe, il faut toujours garder en tête quelles sont les méthodes dont on a besoin, quels sont les attributs dont on a besoin. Ça, c'est très important. Donc, avant de réaliser la classe, d'écrire le code nécessaire, il faut qu'on se pose des questions. Quels sont les attributs? Quelles sont les méthodes nécessaires? Alors, il me semble que le premier attribut fondamental, c'est de gérer cette image. Donc, il nous faut absolument dans background, donc la classe background, il nous faut un objet qui contienne notre image. Donc, il est probable que pour le premier attribut dont on aura besoin, donc les attributs, je vous rappelle, vous les écrivez juste avant le constructeur. Donc, le premier attribut dont on aura besoin, c'est un attribut qui s'appelle PImage. Alors, je vous rappelle, on prend de bonnes habitudes. Dans toutes nos classes, tous les attributs sont privés.
D'accord? Donc on fait private. Alors on va un petit peu à l'encontre de ce qui est fait sous processing. Alors processing, lui, tout est public. Nous, on prend de bonnes habitudes. Tous nos attributs sont privés. Donc on fait private. On a besoin d'un objet de type PImage et vous l'appelez IMG par exemple. Et pour l'instant, il vaut nul. Bien. Dans le constructeur, on va charger cette image. D'accord? Donc IMG, c'est quoi? Bah, c'est une fonction, enfin c'est une méthode qui s'appelle, enfin on a besoin d'une méthode dans PImage. La méthode s'appelle load image, ici. D'accord? Donc il vous renverra un objet de type PImage. Donc on n'a pas besoin de faire image égale new. Le simple fait d'appeler la méthode loadImage vous crée d'office un PImage. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Il faut maintenant lui stipuler ici entre cotes le chemin d'accès à votre ressource. Attention, vous ne précisez pas data. Par défaut, il va savoir qu'il faut qu'il aille chercher dans data. Donc d'abord, je vous reprends, vous êtes dans votre répertoire ici. Nous travaillons ici, on y arrive, voilà, on est ici. Donc, il va d'abord chercher dans ce répertoire-là. D'accord? S'il ne trouve pas votre ressource, il dit, ok, oh, il y a un répertoire data. Allons voir maintenant dans data. Maintenant, à partir de data, il faut lui dire qu'il aille maintenant chercher dans image. D'accord, les amis? Donc, on va maintenant ici dire, eh bien, tu vas aller dans data, mais ça, tu l'auras par défaut. Tu vas dans le répertoire image, et dans ce répertoire image, tu vas trouver un objet ou un fichier qui s'appelle background.jpg. Et il va me donner en sortie un PImage, donc un objet PImage qui s'appelle IMG. Mais c'est pas difficile. Est-ce que l'image bouge? Non, l'image est fixe, elle sera toujours positionnée en haut à gauche, donc il n'y a pas de méthode d'update en fait ici pour faire bouger notre image. Mais on pourrait tout à fait faire bouger notre image hein, si on veut faire un scrolling. Alors, quelle autre méthode importante? On a besoin de afficher. Donc on pourrait créer une méthode qui s'appelle show, affiche, mais nous on a l'habitude de l'appeler render. Donc on va faire une méthode void render. Et dans cette méthode, on va avoir quoi? Eh bien cette méthode va être responsable d'afficher notre image. Alors, il faut toujours se prémunir des problèmes éventuels. Imaginons que le chemin d'accès était faux. D'accord, ici. Donc il n'a pas accès à ce IMG. De fait, IMG vaut nul. Donc on ne va pas afficher une image si elle n'a pas été chargée. Donc il faut toujours vérifier que cette image a été chargée. Pour ça, on va faire un petit test. Donc if, si l'image, enfin if IMG est différent de nul, eh bien si IMG est différent de nul, j'oublie ici un colibracis. Donc si IMG est différent de nul, c'est que les choses se sont passées correctement. D'accord? Et bien là, on va dire image. De quoi on parle? On parle de l'image et on la positionne en haut, à gauche. Donc les images ont deux types. Soit elles sont de type corner, donc les coordonnées que vous passez en X et Y, ce sont le point en haut à gauche, soit de type center, vous positionnez l'image par rapport à son centre. Nous, on va stipuler l'image de type corner. On voudrait que l'image soit en haut à gauche au point 0, 0. Donc il y a une méthode qui s'appelle img mode. D'accord? Et vous lui stipulez entre parenthèses quel type de mode vous voulez, soit center, soit corner. Bah, nous, on voudrait corner. Alors, par défaut, on n'a pas besoin de préciser en fait ça. Là, je fais quelque chose en plus. Par défaut, toutes les images sont de type corner. D'accord? Par défaut, toutes les images sont de type corner. Voilà, je viens de créer mon premier objet background qui va être responsable d'afficher mon image. Alors maintenant, mais comment va-t-on utiliser cet objet? Alors, qui va être responsable d'afficher l'image? Eh bien, en fait, j'ai plusieurs stages. Vous n'oubliez pas que les stages, ce sont des écrans de jeu. Eh bien, le premier stage que j'ai conçu, c'est le game stage. Donc, à l'apparition du game stage, je voudrais que l'image de mon background apparaisse. Eh bien, je vais créer un objet background dans le game stage, tout simplement. Comment faire? Eh bien, le game stage va posséder également des objets, donc des attributs. Eh bien, le premier attribut qu'on peut lui faire, d'accord, soit privé, soit private, donc on va faire un private ici, on va dire que c'est un attribut de type background. Donc je vais créer ici un objet de type background. Comment on l'appelle? On va l'appeler BKG. Et pour l'instant, il vaut nul. Donc, quand mon game stage va apparaître à l'écran, il va apparaître par ce constructeur-ci, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire dans mon constructeur? Eh bien, je vais créer mon objet background.
Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle BKG. Donc BKG égale new background. Et je lui passe aucun argument parce que mon objet background, je ne passe pas d'argument. Alors, vous êtes bien d'accord qu'on pourrait créer plusieurs images par rapport à notre background. D'accord? Là, j'en ai qu'une seule, mais si j'ai plusieurs images, en fonction de votre fenêtre de jeu, donc c'est le game stage, c'est le play stage, c'est l'intro stage, c'est la conclusion stage, c'est le pause stage, enfin tous les stages que vous avez fait, vous pouvez utiliser ce background pour positionner une image différente à chaque fois. Donc là, pour simplifier les choses, je n'ai fait qu'une seule image. Mais dans le constructeur, vous lui indiquez dans quel type de stage vous êtes, et en fonction du type dans lequel vous êtes, vous affichez l'image, celle-ci ou celle-là. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je viens de créer dans le constructeur mon background. Il vaut new background. Je n'ai pas besoin de le faire update. Par contre, dans le render, je vais afficher ce background. Comment faire? Je prends mon objet, il s'appelle BKG, point, et vous voyez, il me propose tout de suite des méthodes, et ma méthode qui est importante, c'est le render. On reprend. Je crée un objet background, j'y ai mis une image de fond, que j'ai été chercher dans mes ressources, à partir de chemin par rapport à data. Cette image de fond, je vais l'afficher, ou dans un stage, tout simplement. J'ai plusieurs stages, je peux afficher plusieurs images, mais pour l'instant, j'ai qu'un stage. Il s'appelle Game Stage. De fait, dans le Game Stage, je crée un objet de type background. D'accord? Et on pense que toujours nos attributs sont privés. Donc je fais un private background et j'appelle BKG. Ce background, je vais le créer à la construction du game stage. Donc je fais background égale new background. Logique, non? Et pas besoin de update parce que mon background est fixe. Par contre, dans le rendu, la première méthode que j'appelle dans le rendu, c'est d'afficher mon image de fond. Et vous allez piger ensuite. Dans ce game stage, je vais y mettre des images qui seront donc de la balle, qui seront des paddles, qui seront des briques, etc. Et ce game stage va contenir tous ces objets, et dans le rendu, eh bien, je vais afficher les images les uns à partir des autres. Premier arrivé, premier affiché, d'accord? N'allez pas mettre le rendu après avoir affiché l'image, parce que le rendu, enfin, l'image va complètement, va rendre opaque, et vous ne verrez pas votre balle ou vos paddles. Donc l'image de fond, c'est vraiment le premier rendu à faire, d'accord? CTRL S. Si je ne me suis pas trompé, on doit avoir maintenant un game stage qui va apparaître. Et qu'est-ce qui apparaît au fond de l'écran? Il apparaît mon image. Allez, on y va. CTRL R. C'est pas beau la vie? J'ai bien mon image qui fait 700 par 500 et j'ai positionné à l'intérieur mon background. Bien, tentons maintenant de créer notre fameux paddle. Dans la bibliothèque EasyLib, vous allez trouver une classe particulière qui s'appelle EasyEntity, qui a pour fonction de gérer, disons, les sprites, ce qu'on appelle les sprites dans un jeu vidéo, les images. Ces images peuvent bouger et peuvent être animées. De fait, j'ai créé une petite classe qui s'appelle EasyEntity, qui va être responsable de gérer ces sprites. Eh bien, notre paddle, qui est une image qui va bouger, est donc un sprite, elle sera donc issue de la classe EasyEntity. Évidemment, je vous invite à regarder, à parcourir cette classe EasyEntity. Et si vous modifiez quoi que ce soit, attention de bien modifier et de savoir ce que vous faites. D'accord? Et bien tout de suite, les amis, vous allez trouver déjà plusieurs constructeurs. Donc on a l'habitude d'avoir un constructeur. Et bien ici, pour créer une entité, on peut la créer de façon différente. On peut la créer en stipulant ici la position X, la position Y, la largeur, la hauteur. Mais on peut également stipuler à la construction l'image que vous allez gérer. On positionne ici le X, on positionne le Y, et on stipule ici, par un chemin de type chaîne de caractères, le chemin d'accès à notre image. Donc vous n'aurez pas besoin de gérer directement les images dans vos classes paddle, balle, briques, etc. Il se fera directement à partir de l'objet entité. D'accord ? On peut ensuite changer l'image en faisant set image. Donc n'oubliez pas, set c'est pour positionner, get c'est pour récupérer. Donc là je peux changer l'image soit en lui passant l'image par une chaîne de caractères, soit en lui passant directement un PImage. Tous les objets qu'on va créer du personnage ont un état. Quand vous jouez à un jeu vidéo, votre joueur peut avoir plusieurs états. Il peut être vivant, il peut être mort, il peut être dans un état de saut, dans un état de rebond. Eh bien, toutes les entités auront un state, un état. Pour récupérer l'état de votre entité, c'est get state, et pour changer son état, vous ferez un set state. Et c'est des entiers, d'accord? On gère par des entiers. De même, j'ai les méthodes pour récupérer la largeur, pour récupérer la hauteur.
Mon objet, c'est un rectangle image, donc une image est un rectangle, en principe. Donc je peux récupérer les quatre coins de mon rectangle image. Je peux récupérer le côté gauche par rapport au X. Je peux positionner mon image selon les X et Y, ou bien par rapport au vecteur. Je peux uniquement positionner le X, je peux uniquement positionner le Y, je peux récupérer la position, je peux récupérer la position par rapport à X, je peux récupérer la position Y. Vous voyez, il y a une flopée de méthodes. Je peux avoir la vitesse, le centre de mon image. Je peux avoir la position gauche, la position droite. Donc c'est un rectangle. Donc ce que j'appelle left, c'est par rapport à l'axe X du côté gauche. Ce que j'appelle right, c'est le côté droit de mon rectangle par rapport à l'axe X. Ce que j'appelle top, c'est le côté haut par rapport à Y. Et bottom, c'est le côté bas par rapport à Y. D'accord? Donc je peux positionner mon image soit avec les quatre coins, soit en stipulant le X, le Y par rapport au côté en haut à gauche. Donc vous voyez, je pense qu'elle est assez complète. Et de même, mon image, à un moment donné, va bouger. Il faut juste stipuler les vitesses. Donc je peux passer les vitesses selon les X et le Y, c'est set speeds. Soit je lui passe directement un vecteur, soit je lui passe directement la vitesse en X uniquement, la vitesse en Y. Je peux récupérer les vitesses en X, en Y, en vecteur, etc. etc. D'accord? Il y a plein de méthodes. Évidemment, vous pouvez rajouter vos propres méthodes. Si vous voyez que dans vos jeux, entités manquent de méthodes pour faire ceci ou pour faire cela, vous les rajoutez. Mais attention, rajoutez des méthodes qui fonctionnent, évidemment. Cette méthode-là va être très intéressante pour la suite, c'est pour mettre en mouvement quand il y a des collisions entre deux rectangles, deux images. Eh bien, on aura une méthode qui s'appelle isCollide. Donc, il y a ici une variable qui s'appelle boolean, donc c'est un booléen, true ou false. Donc, s'il y a collision entre mon entité actuelle et une target. D'accord? Donc, avec cette méthode, je pourrais savoir si deux objets arrivent en collision. Évidemment, les grands, l'entité faudra bouger, donc il y a une méthode de update, d'accord, qui calcule la position en fonction des vitesses. Et il faudra afficher l'image que vous avez passée à votre entité à l'écran. Vous voyez, on sera de type corner ici, donc on aura une méthode de render. On parlera après des méthodes suivantes, on verra un petit peu plus tard. Bien, eh bien commençons par créer une méthode, un objet qui s'appelle paddle. Donc on crée un objet de type paddle. Et cet objet de type paddle, on ne part pas de zéro, d'accord? On va utiliser la petite bibliothèque que je vous mets à votre disposition, qui s'appelle EasyLib. Et dans EasyLib, il y a un objet qui s'appelle EasyEntity. Eh bien, on va extend paddle de entity. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez partir de zéro. Mais je vous incite fortement à partir de EasyEntity. Eh bien, on va bien sûr avoir besoin d'un constructeur, donc le paddle aura besoin d'un constructeur. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on y met, on laisse comme ça. En tout cas, pour construire paddle, il faudra que je construise d'abord la classe dont il hérite. Donc n'oubliez pas, il faudra mettre ici quelque part un super. Pareil, là on ne sait pas trop ce qu'on met, donc on va laisser comme ça. On changera ça après. Et on regarde quels sont les attributs dont paddle a besoin et quelles sont les méthodes dont paddle a besoin. Alors, commençons par les méthodes. Le paddle va se mettre en mouvement, donc il est probable qu'on ait besoin d'une méthode de update. Donc il y aura forcément une méthode update, il aura bien sûr besoin sûrement du temps qui passe. Il faudra afficher le paddle à l'écran, il est probable que votre paddle ait besoin d'une méthode render. Donc void, render, pareil, pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'on y met, on va laisser comme ça. Bien. Alors maintenant, est-ce qu'il y a besoin d'autres méthodes? On verra. Ça, c'est les deux principales. Donc votre paddle, c'est un objet, c'est une image qui va bouger. Donc il faudra la mettre à jour par rapport aux vitesses qu'on va stipuler dans le constructeur ou pas. Et bien sûr l'afficher par rapport au rendu. Bien. Alors, votre paddle, on se dit, il faut mettre une P-image. Non, vous n'avez pas besoin de gérer les P-images directement dans le paddle. Les images sont gérées par EasyEntity. D'accord? Par contre, votre paddle va bouger. D'accord? Donc il aura besoin d'une vitesse. Il est probable que la vitesse en obtienne par construction. On dit voilà, je crée un paddle qui est cette vitesse-ci. D'accord? Si je ne mets pas cette vitesse quelque part dans mes variables actuelles, je risque de perdre cette information. Donc il est probable, si on a besoin, si on n'a pas besoin, on pourra l'enlever. Mais il est probable qu'on ait besoin, je pense à l'instant T, de la vitesse du paddle. Donc de fait, je vais créer un attribut de type private. Je commence bien, donc je m'habitue à mettre tous mes attributs de type private. D'accord?
la vitesse sera sûrement de type flottant, d'accord? Et on l'appelle speed module. Pour l'instant, comme ceci, d'accord? Alors, votre paddle, je vous rappelle, votre raquette se déplace de façon horizontale, soit vers la gauche, soit vers la droite, d'accord? Donc, ce qu'on peut faire, on va créer deux constantes, d'accord? Qui vont nous dire dans quel type de direction vous allez. Est-ce que vous allez plutôt vers la gauche ou est-ce que plutôt vous allez vers la droite, d'accord? Est-ce qu'elles sont private? Ben non, parce que des constantes, elles dépendent de l'état de mouvement, d'accord? Donc mes constantes ne sont utiles que si je les appelle de l'extérieur. Donc là, je vais rendre mes constantes publiques cette fois. Donc en général, les constantes sont publiques. En général, en général. Donc pour faire des constantes, vous n'oubliez pas, c'est le mot final, d'accord? Parce que la direction, soit c'est à la gauche, soit vers la droite, il n'y en a pas d'autre, d'accord? Elle ne bougera pas, cette constante. Donc final, de type entier, et on l'appelle move left. D'accord? Comme ça, je n'ai pas besoin de... Alors, on pourrait dire, bah, on va prendre 1 pour la gauche, 0 pour la droite. Mais de fait, c'est plus simple à retenir move left que de retenir un chiffre. Donc move left égale, je sais pas, un nombre 10 par exemple. De même, je vais créer une constante, donc publique, une constante, donc finale, de type int, et je l'appelle move, bah right, ça me semble logique. Donc pensez un truc important, tout ce qui est constante, vous les mettez en majuscule. Comme ça, quand on voit votre source, quand vous regardez votre course, ah, là j'ai deux constantes, c'est move left, move right. Évidemment, je ne vais pas mettre move right égale move left, sinon ça n'a aucun sens. Donc là, vous mettez un autre chiffre différent. 20 par exemple. D'accord. Alors, petite subtilité. Là, on vient de créer deux constantes, d'accord, deux constantes qui appartiennent à l'objet que vous allez créer, paddle, d'accord. Les constantes sont toujours les mêmes. Imaginons qu'on crée 100 paddles. Bah, chaque paddle aura ses constantes move left, move right. Il serait peut-être plus judicieux, pour garder la place mémoire, par exemple, de ne pas créer des constantes par rapport au paddle qu'on créera, mais par rapport à la classe d'origine. Donc là, on crée deux constantes. On pourrait créer deux constantes subtiles qui sont des constantes par rapport au paddle. D'accord? Donc chaque paddle qu'on créera aura par défaut deux constantes parce qu'il vient de paddle. Pour créer des variables de classe, et donc des constantes, il suffit de rajouter ici, alors soit devant, soit après le final, peu importe, le mot statique. D'accord? En rajoutant le mot statique, vous créez toujours des constantes, ça ne change pas, mais ces constantes seront contenues dans la classe paddle. C'est des constantes de classe. Et elles seront valables dans tous les objets que vous allez créer ensuite à partir de paddle. Donc ici, je vais créer une constante de type statique, donc de classe. Classe au niveau classe de l'objet ici, paddle qu'on créera. D'accord? On n'est pas obligé de créer des constantes de classe, on peut créer des constantes classiques. Mais là, pour éviter de se prendre bien la tête, on va créer des constantes qui seront toujours les mêmes, quels que soient les paddles qu'on crée. Si je crée 1000 paddles, eh bien les paddles, je n'ai pas besoin de dupliquer le move left et right pour les paddles, ils seront disponibles qu'une seule fois dans la classe paddle, donc la classe mère. D'accord? Alors, regardons dans le constructeur de EasyEntity, quel constructeur a-t-on utilisé? Donc on remonte un petit peu. Donc entité a deux constructeurs. Soit vous lui passez la position X de votre paddle, la position Y de votre paddle, lui passez la largeur et la hauteur du paddle, pourquoi pas. Mais nous, c'est une entité avec une image. Donc si on veut créer un objet qui n'a pas d'image, je pourrais lui passer ça. Et de fait, vous aurez un rectangle de couleur qu'on pourra ensuite changer. D'accord? Non, non. Moi, je vais créer directement mon paddle à partir de l'image que je lui passe. D'accord? Donc je vais utiliser ce constructeur-ci. Je vais utiliser ce constructeur-là. Donc je prends ça. Je vais dans mon paddle. Dans mon paddle, donc dans mon constructeur, je lui affiche ça. Alors je l'affiche ici. Donc bien, j'enlève le float. Je lui enlève le float ici. Et qu'est-ce que c'est que l'image de mon paddle? Eh bien, ici, entre cotes, je vais stipuler le chemin d'accès à mon répertoire qui contiendra l'image de mon paddle. Donc si on regarde dans les ressources, mon paddle, c'est cette chose-ci, donc c'est une petite image, vous pouvez prendre n'importe quelle image, elle s'appelle ram.png. Donc vous vous souvenez, on part de notre répertoire data, qui est connu par processing, ensuite on va dans image, avec un S, et puis on appellera le fichier ram.png.
Voilà. Alors dire, mais qu'est-ce que c'est que ce px, py? Eh bien, à la construction du paddle, d'accord, à la construction du paddle, je vais lui passer la position x, la position y. Donc là, je peux lui passer des entiers, je peux lui placer les flottants. Passons des flottants. Allez, on est paradin. On aura un px et puis on aura un py. Mon paddle a besoin aussi de lui passer la vitesse, hein. On va le positionner à x et y. Et le paddle, au cours du temps, il pourrait peut-être changer la vitesse. Donc on va lui passer dans le constructeur la vitesse. On va dire float speed. Bien, reprenons calmement. Mon paddle, c'est une classe qui va être à l'origine de créer ma raquette. Cette classe va hériter d'une classe qui existe dans la EasyLib qui s'appelle EasyEntité. D'accord. Pour créer mon paddle, je lui passe la position X, la position Y, que je désire de ma raquette, et je lui passe la vitesse. Il va construire l'objet dont il hérite, l'objet identité, en lui stipulant, donc je reçois APX, hop, je lui passe APX, je reçois APY, hop, je lui passe APY, donc je vais construire EasyEntité à l'endroit PX, PY. Et je lui passe directement dans le EasyEntité l'image que je veux qu'il soit affichée à l'écran. Et je vais maintenant, cette vitesse que je reçois ici, je vais la mettre où? Eh bien, je vais la mettre juste après que j'ai construit mon EasyEntité, je vais mémoriser speed x du module, ici, je vais dire que c'est speed. Donc j'ai maintenant à demeure comme ici speed module, j'ai la vitesse que j'aurais stipulée dans le constructeur. Donc si à un moment donné dans mon jeu, j'ai besoin de la vitesse de mon paddle, je la connais, c'est speed module. D'accord? Alors, pour le faire bouger, il faut que je fasse bouger l'entité. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la méthode update de entité. Comment? Eh bien en faisant super, donc c'est la classe héritée, point, update, et je pense qu'en faisant, non, on n'a pas, il ne me donne pas les méthodes données, peu importe, et je lui reçois ici. Je reçois le temps qui passe, et je leur passe le temps qui passe. Je dois afficher mon paddle. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais demander à entité de s'afficher. Donc je vais faire super.render. C'est très très simple. Le fait d'avoir utilisé l'entité, ça simplifie énormément vos classes. Je reprends les amis. J'ai un constructeur, donc j'ai construit mon paddle. Dans le constructeur, j'ai stipulé à la classe entité qu'il aille chercher dans mes ressources l'image ram.png. D'accord? Mon paddle va bouger grâce à la méthode update et mon paddle va s'afficher grâce à la méthode render. Bien. Utilisons maintenant notre paddle. Comment faire? Je vais dans GameStage, parce que le paddle sera contenu dans mon GameStage. Comme le background, je vais créer une variable, private. Je l'appelle grand paddle et je l'appelle paddle. Donc là, je peux faire ceci parce que Java est sensible à la caste. Donc le grand P et le petit p font que ces deux mots-là sont différents. D'accord? Mais vous pouvez changer le nom. D'accord? Donc je viens de créer un paddle. Non, je n'ai pas créé mon paddle. J'ai prévu de mettre un paddle dans une variable de type paddle. Il faut que je crée ce paddle. Comment le créer? Eh bien la construction de mon game stage. Donc je viens ici. Et donc là, je vais faire paddle égale new paddle. Voilà. Il s'attend à quoi? Eh bien, on le positionne en X et Y. Donc, on va positionner le paddle en milieu de l'écran, en X. Voilà. On va le positionner tout en bas de l'écran par rapport au Y. Et on va se laisser une marge de 50 pixels. Je pense que ça sera suffisant. Et on lui donne une vitesse de 300 pixels par seconde. Bien. Donc là, je viens de créer mon paddle. On a besoin... on va l'afficher. On va le faire bouger, on va le faire bouger. Alors, ce qu'on va faire, pour éviter de ne pas avoir une classe update trop chargée, d'accord, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, ce qu'on va faire, on va créer une méthode ici qu'on appelle input, qui sera à l'écoute des actions clavier. Voilà. Et en tout premier lieu, je vais appeler cette méthode input. Voilà. Et ensuite, je vais mettre à jour mon paddle. Comment mettre à jour mon paddle? Il suffit de faire petit paddle, avec un petit p, point update. Et je lui passe le temps qui passe. Bien. Il faut que j'affiche mon paddle. Donc je viens ici. Alors évidemment, il faut que j'affiche mon paddle après avoir affiché la fenêtre de le rendu, le background. Si j'affiche ici paddle, si je mets ici mon paddle,
eh ben, ma fenêtre va me recouvrir entièrement, donc ça ne marchera pas. Donc il faut que j'affiche le paddle juste après. D'accord? Donc premier arrivé, premier affiché. Donc le paddle, ici, je vais l'afficher. On va déjà regarder si ça marche. Donc j'ai dans mon game stage un paddle, d'accord? Je l'ai appelé petit p, paddle. Donc ce paddle, ici pour l'instant l'adresse est nulle. Je crée mon paddle en faisant new paddle. Je le positionne en X, moitié de l'écran. Je le positionne tout en bas de mon écran et je me réserve 50 pixels par rapport à la hauteur totale. Et juste une vitesse de 300 pixels par seconde. J'ai besoin de l'afficher, donc je fais un render, et j'ai besoin ensuite à un moment donné qu'il bouge. Alors pour l'instant, il ne va pas bouger, parce que par défaut, quand vous créez une entité, eh bien la vitesse est nulle. Il faudra stipuler les vitesses ensuite pour qu'il puisse bouger. Mais pour l'instant, la vitesse est nulle. Donc, on doit, si je ne me suis pas trompé, avoir un paddle qui doit se situer en bas de l'écran et par rapport à X moitié. Donc CTRL S, CTRL R. Regardons déjà si on a un paddle qui est affiché. Oui, ici, j'ai bien un paddle qui est affiché. D'accord? Alors maintenant, essayons de le faire bouger. Donc on revient ici dans le paddle. Alors, que nous faut-il comme méthode pour qu'il bouge? Bah, il nous faut une méthode de bouge. On pourrait dire, oh, bah, on a tout fait dans le bête. Non, non, on va créer des méthodes bien spécifiques pour le mouvement et pour le rendu. D'accord? Donc là, on peut créer une méthode, void. Vous l'appelez comme vous voulez, on va l'appeler move. D'accord? Et qu'est-ce qu'on reçoit? Eh bien, on va recevoir un type de direction. Donc je vais recevoir un entier de type direction. Donc vous avez compris, vous êtes des gens intelligents. Cette direction sera soit de type left, soit de type right. Je vous rappelle que le paddle peut se déplacer soit vers la gauche, soit vers la droite. D'accord? Donc ici, quand je ferai move, j'irai soit vers la gauche, soit vers la droite. Alors, c'est très intéressant ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans move? Eh bien, j'ai deux types. Soit je vais vers la gauche, soit vers la droite. Donc là, je pourrais faire un switch. On va faire un if. Vous aimez bien les if en général. Donc if, direction. Alors, si la direction est égale à quoi? Eh bien, il faut que j'appelle cette constante-là. Mais cette constante-ci a une particularité. C'est une constante de classe. Donc, il faut que je fasse paddle, point, et j'appelle cette chose-là. Il faudra que je fasse quelque chose. Else, if, si direction... Donc là, typiquement, on aurait dû faire un switch case. Ça aurait été beaucoup mieux, mais bon. Point. Et j'appelle cette chose-là. Donc j'aurai deux cas. Soit la direction qu'on reçoit en argument est de type gauche, je vais vers la gauche. Soit elle est de type droite, et ben j'irai vers la droite. D'accord? Alors, comment faire pour que le paddle se déplace vers la gauche ou vers la droite? Eh bien, dans Easy Entité, si on y va, ici, il est probable qu'on vous ait donné des méthodes pour changer la vitesse en X, la vitesse en Y. Donc 7, c'est pas ça, c'est pas ça. Les positions, c'est pas ça. Les positions X, c'est pas ça. Center X en Y, c'est pas ça encore. Cherchons des trucs. Ah, voilà. Regardez ici. Regardez cette méthode-là. Donc cette méthode, set speeds. Je peux définir la vitesse en X, la vitesse en Y. Eh bien, je vais utiliser la méthode set speeds. Alors, on pourrait utiliser le vecteur, mais là, directement, on va lui passer directement les X, les Y. D'accord? Alors, comment faire? Je vais dans mon paddle, ici. Si je vais vers la gauche, d'accord? Donc, je vais vers la gauche. Je vais faire set speed, avec un S. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je dois aller vers la gauche. Donc, je vais prendre mon module qui est ici. N'oubliez pas que le module, vous l'avez ici enregistré quand vous avez reçu votre constructeur. Donc là, actuellement, le module vaut 300. Donc je vais dire que je vais vers la gauche. Donc il faut que je me déplace vers les X négatifs. Donc je vais faire moins speed module. Et ça, c'est selon X. Et selon Y, bah 0. D'accord? Donc là, j'ai une vitesse. Je dis la vitesse de mon entité en faisant set speed est négatif et elle vaut moins 300. Vous avez compris? Maintenant, je vais reprendre ceci. Je vais faire un CTRL-C, je vais faire un CTRL-V là, ici. Maintenant, quand je vais vers la droite, il suffit que je dise bah, speed module, cette fois en positif, 0. Bien. Donc, grâce à cette méthode, je peux me déplacer soit vers la gauche, soit vers la droite.
Mais quand je vais relâcher ma touche, il faudrait que mon paddle s'arrête. Bah, je pourrais dire, ouais, bah alors if paddle s'arrête, donc direction nulle. On pourrait dire if direction nulle, on pourrait ici passer un autre argument. Bah, si direction est nulle, bah, on va dire que la vitesse est nulle. Bah, autant créer des méthodes. On fait void, et puis on crée une méthode stop, tout simplement. Et dans la méthode stop, qu'est-ce qu'on va y faire? Vous avez compris? On va reprendre cette chose-là. Et dans la méthode stop, on va dire, bah en fait, stop. On va définir que la vitesse en x et la vitesse en y sont nulles. Ok. Dans maintenant mon paddle, j'ai une méthode qui s'appelle move. Je lui passe la direction que je veux, soit vers la gauche, soit vers la droite. D'accord? Et en fonction de l'argument que je reçois, je stipule la vitesse x en fonction de soit négative, soit positive. Attention de bien écrire ici double égal. Attention à ça. Pas égal, double égal, c'est une condition. Utilisons ceci dans le game stage. Bien. Dans le game stage, je vais regarder quelles sont les touches qui sont appuyées. Et en fonction des touches appuyées, je vais appeler ma méthode move, soit vers la gauche, soit vers la droite. Et vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, je vous avais dit qu'on avait un objet qui était dans le projet global qui s'appelle IG Input Manager, qui gère les gestions clavier et souris. Eh bien, on va utiliser ce G Input Manager. Comment? La dernière fois, on a créé ici une méthode qui s'appelle input. En fait, on va dissocier l'input aux updates. D'accord? Donc, dans l'update, on va appeler input, et ensuite, on fera bouger le paddle. D'abord, on va tester quoi? On va regarder dans la fonction input, on va regarder l'état de nos touches. Soit la touche gauche est appuyée, de fait, le paddle se déplacera vers la gauche, soit la touche droite est appuyée, il ira vers la droite, soit elles sont relâchées, on s'arrêtera. Comment faire? Eh bien, vous vous souvenez, on avait créé un objet dans le projet, on avait créé un objet qui s'appelle GInputManager. Donc je prends cet objet que j'ai créé, qui est global au projet, donc on peut utiliser dans toutes les classes qu'on a ici. Et ce que je vais faire? Eh bien, je vais regarder si ma touche gauche est appuyée. Comment faire? Donc if, mon objet GInputManager, d'accord, is keyPressed. Donc soit on lui passe le keycode, mais Processing possède le mot-clé left, right, top, bottom. D'accord? Donc je regarde si la touche gauche ou droite est appuyée. Donc ici, droite. Si la touche droite est appuyée, je ferai quelque chose. D'accord? Maintenant, je prends cette chose-ci et je vais regarder maintenant si la touche droite est appuyée. Donc là, je change le left en le right en left. Alors vous allez comprendre. Si la touche droite a été appuyée, il faut que je dise au paddle se déplacer vers la droite. Comment faire? J'appelle mon objet petit paddle, avec un petit p, point, move, et maintenant je lui passe en argument les constantes qu'on avait créées ici. Donc move right, move left. Alors comment avoir accès à ces variables? C'est très simple. On vient ici, on appelle la classe dont hérite petit paddle, donc le paddle avec un grand P, point, et il doit me rappeler, il doit connaître maintenant les deux constantes de classe que sont move left et move right. Donc je clique sur move right. Et bien grâce à cette méthode, votre paddle va se mettre en mouvement parce qu'on aura ensuite le paddle update. Vous avez compris? Ici dans le paddle, ici, je lui dis de se mouvoir, donc faire un move, et de se déplacer par rapport au paddle, point, left. Donc soit un petit p, soit un grand P, parce que ce sont des méthodes de classe. Donc soit vous mettez un grand P, soit un petit p. Donc là je mets un grand P pour stipuler que c'est bien des méthodes de classe. Ces constantes sont définies dans la classe paddle, qui est la classe générique. D'accord? Alors, il y a un truc très important, c'est si je fais ça, il n'y a plus d'action. Enfin, le paddle va plus s'arrêter parce que je vais appuyer sur la touche gauche, il va partir à gauche. Je vais appuyer sur la touche droite, il va partir à droite. Mais quand je vais relâcher mes touches, le paddle continuera à avancer parce que je ne lui ai pas dit de s'arrêter. Il faut maintenant détecter si vous avez relâché les touches gauche et si vous avez relâché la touche droite. Pour ça, on repart avec notre objet GInput. Donc GInput. Alors, je vais le prendre là, ce sera plus simple. Voilà. Donc if GInput is key release cette fois de type right. Donc si je relâche la touche gauche ou si je relâche la touche droite, il faut que j'arrête le paddle. Donc là je vais faire un ou
double barre. Je reprends ça, parce que je suis quelqu'un de feignant. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Donc si j'ai relâché la touche gauche, ou si j'ai relâché la touche droite et gauche, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je dise à mon paddle, de s'arrêter. Comment fait-il? Eh bien, il y a une méthode qu'on a créée pour ça, point stop. Et du fait, le paddle s'arrêtera. D'accord? Donc, au lieu d'avoir toutes ces méthodes, j'aurais pu faire toutes ces méthodes dans l'update. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis tous les inputs, ce qui est clavier, ce qui est souris. J'appelle cette méthode-là à l'entrée de update. Ensuite, quand j'ai positionné mes touches gauche et droite, j'ai positionné mon paddle pour qu'il se dirige soit vers la gauche, soit vers la droite, mais il va se diriger uniquement lorsque vous allez appeler cette méthode de update. Donc cet update va mettre à jour votre paddle, il va bouger à gauche ou à droite. Si je ne me suis pas trompé, mon paddle maintenant peut bouger soit vers la gauche, soit vers la droite, en fonction des actions de mon clavier. Regardons ceci, CTRL-S, CTRL-R. Mon paddle apparaît bien en bas. Pour l'instant, il est figé. J'appuie sur la touche gauche, il va vers la gauche. J'appuie sur la touche droite, il va sur la droite. Et quand je relâche les touches, il s'arrête. Donc j'ai bien rempli le cahier des charges, sauf que regardez bien, pour l'instant, mon paddle peut aller totalement à gauche, il peut aller totalement à droite. Il faut que je dise à mon paddle, attention, tu ne dépasses pas la fenêtre entièrement à droite et tu ne dépasses pas la fenêtre entièrement à gauche. Comment gérer ceci? Eh bien, dans Entité, dans la clé Entité, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, il y a plusieurs méthodes qui vous donnent la position actuelle de votre objet. D'accord? Donc, soit vous avez les positions selon X, Y, soit vous avez directement les positions gauche, droite, haut, bas. Donc ici, j'ai le côté gauche. Ici, j'ai le côté la hauteur, donc c'est pas ce que je veux. Donc ici, j'ai le côté gauche et j'aurai aussi le côté droit. D'accord? Alors, comment utiliser ceci? Donc, je vais dans mon paddle. Ici, dans le update, je fais bouger mon paddle. D'accord? Donc là, maintenant, je vais regarder les limites de la fenêtre. Donc, je vais regarder si le X de mon paddle est à gauche ou à droite dépasse la fenêtre. Donc, je vais regarder si le côté gauche de mon paddle est négatif. S'il est négatif, c'est qu'il dépasse la fenêtre à gauche. De fait, je vais bloquer à gauche. Comment faire? Je fais un if, vous adorez les ifs en général. Je récupère la position gauche. Je fais un get left. Donc là, je reçois le côté gauche de mon paddle selon les axes X. Si cette valeur est négative, si elle est négative, c'est que je suis en train de dépasser la fenêtre à gauche. Eh bien, je vais positionner le côté gauche à une position stipulée qui est de 0. Donc, je fais un set, left. Attention de bien écrire les mots comme il faut. Donc, get, on récupère la position gauche selon les axes X. Set, on impose. Donc, quand on impose dans la parenthèse. Donc là, je dis, eh bien, en fait, quand tu dépasseras le côté gauche, tu resteras à gauche. De même, vous avez compris, si je récupère le côté droit de mon paddle, s'il est plus grand que la largeur de ma fenêtre, c'est ça que ça veut dire, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire en telle sorte que maintenant, le côté droit de mon paddle ne dépassera pas la fenêtre. Je fais un set, right, et je définis ici, à ne pas dépasser la fenêtre. Donc, grâce à ces deux fonctions dans l'update, il faut que je fasse ça dans l'update. Donc là, je fais bouger mon paddle, ici. Ici, je fais bouger mon paddle. Et grâce à ces deux petits tests, je regarde s'il est entièrement à gauche, s'il est entièrement à droite, et je viens bloquer à gauche ou à droite. D'accord? Et ceci, grâce aux différentes méthodes qui sont dans Easy Entité. Et là, je vous invite à parcourir ces méthodes pour voir de quoi ça consiste. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. On fait un CTRL-S, on fait un CTRL-R. J'ai toujours mon paddle qui va se déplacer vers la gauche, qui va se déplacer vers la droite. La seule différence maintenant, c'est que je ne pourrai pas dépasser les bords de ma fenêtre. Regardez bien, je me déplace vers la gauche. Et vous voyez, je ne peux pas aller au-delà que le x égale à 0. Et je me déplace vers la droite. Et je ne peux pas aller plus loin que le côté droit de ma fenêtre. La classe EasyEntity possède un objet également très important pour la suite des événements, qui est le EasyRecBounce, qui signifie en français un rectangle de collision.
Pour détecter la collision entre deux entités, on va regarder si les rectangles de collision qui leur appartiennent, enfin qui appartiennent à chaque entité, sont en intersection, si vous préférez. Eh bien, pour afficher ce rectangle de collision, dans EasyEntity, on a une méthode qui s'appelle RenderDebug qui nous permettra d'afficher ce fameux rectangle de collision. Mais attention, affichez ce rectangle de collision uniquement lors de tests de votre programme. N'affichez pas le rectangle de collision lorsque votre produit est fini. Vous aurez un jeu qui sera un peu moche sinon. On va donc dans Paddle, ici, et pour afficher ce rectangle de collision, c'est très simple. Vous appelez la méthode super, et vous faites, alors comment s'appelle-t-il? Il s'appelle RenderDebug. Donc je viens ici, je fais CTRL-C, je fais dans Paddle, je viens ici, CTRL-V. Alors le rectangle de collision, c'est un rectangle de couleur violette de mémoire qui va apparaître autour de votre image. CTRL-S, CTRL-R. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Donc autour de votre image, vous avez un rectangle violet qui, bien sûr, est en synchronisation avec l'image dans le mouvement. D'accord? Sauf lorsque vous faites des rectangles, vous voyez, quand j'essaie de pousser mon image vers la gauche, le rectangle de collision essaie d'aller vers la gauche, mais comme l'image est figée à gauche, eh bien, le rectangle revient ensuite à gauche au relâcher de la touche. D'accord? Donc le rectangle de collision va nous être utile ensuite pour détecter bien évidemment la collision entre les balles, le paddle, les balles et les briques. On verra ces choses-ci dans une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute et à très bientôt.